bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien arrivés et que vous êtes bien reposés. Honorables députés et représentants de l'Assemblée nationale, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Monsieur le directeur général de la recherche et de l'innovation, Monsieur le représentant du ministre des Finances, Madame, Messieurs les recteurs, Monsieur le secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats du SAES, du Sud-Est et des PAX, Messieurs, Madame les représentants des établissements d'enseignement supérieur privé, chers représentants des vacataires, des parents et des étudiants, chers étudiants invités, Messieurs et Dames de la presse, Mesdames et Messieurs. Nous voilà réunis ce matin autour d'une problématique essentielle de notre système d'enseignement supérieur, le calendrier académique. En réalité, ce séminaire n'aurait jamais dû avoir lieu, car le calendrier universitaire n'aurait jamais dû être déstructuré au point de rendre les différentes années d'études totalement illisibles. Au moment où l'uniformisation académique est devenue une pratique et un impératif universel, le système universitaire mondial étant en train de s'unifier et de s'harmoniser. Les conséquences de cette situation sont autant d'effets pervers qui minent tout effort entrepris pour le développement et l'amélioration de notre enseignement supérieur. L'efficience du dispositif d'enseignement supérieur est ainsi fortement remise en cause. Les étudiants sénégalais sont de moins en moins acceptés dans les universités étrangères, et si l'un d'entre eux parvient à intégrer une université étrangère, c'est toujours au meilleur des cas au prix d'une année perdue. Les masters durent plus que de raison. La conséquence immédiate est que souvent, certains étudiants ne parviennent pas à s'inscrire aux différents concours nationaux pour avoir dépassé la limite d'âge. Le dernier, mais pas le moindre, c'est le coût financier qui est exorbitant. Les infrastructures sont utilisées tout au long de l'année, sans discontinu, donc sans aucune possibilité d'entretien et de réhabilitation. Les œuvres sociales sont également prises en charge toute l'année. Les enseignants, personnels administratifs et techniques et de services, ainsi que les étudiants sont sollicités sans... Chers participants, je voudrais tout de même, avant de clore mon propos, vous encourager à participer activement, à échanger vos points de vue, à proposer des solutions et à collaborer étroitement pour atteindre nos objectifs. Chaque voix compte, chaque contribution est précieuse, parce que vous assumez toutes et tous des fonctions importantes dans notre marche vers un système d'enseignement supérieur plus fort, plus performant et plus juste. Le seul mot que nous allons à bannir ici, c'est le mot impossible. Nous croyons que tout est possible. Nous croyons que c'est faisable. Il est totalement possible de renverser la tendance et d'avoir un calendrier académique normal. Donc à tous ceux qui pensent que ce n'est pas possible, qu'ils prient pour nous, parce que nous allons travailler à faire en sorte que les choses soient possibles. Pour finir, Madame, Messieurs les recteurs, chers participants, je suis sûr que les décisions que vous prendrez ici auront un impact durable sur la qualité des enseignements et sur les résultats de nos étudiants. Je déclare ouvert le séminaire de stabilisation de l'année académique au Sénégal et vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le séminaire alors déclaré ouvert. Maintenant, je donne la parole au directeur général de l'Enseignement supérieur pour décliner les termes de référence.
Monsieur le DG, si vous avez la parole. Merci beaucoup. Les thèmes de référence d'abord en bonne partie ont été bien déclinés par Monsieur le ministre. Le contexte est posé et ce contexte s'applique à 8 universités publiques, 6 instituts d'enseignement supérieur et professionnel, des ISEP, 2 universités qui sont en gestation, l'Université du Sénégal oriental, je tiens à préciser parce qu'on a mis sur le tableau l'Université de Tambacounda, alors l'Université du Sénégal oriental, ça a son importance, et l'Université Souleymania de Matam. Cela s'applique aussi à des partenaires qui sont regroupés au niveau des établissements publics privés d'enseignement supérieur, IPS. Depuis quelques années, je prendrai comme repère l'année 2019. C'est en 2019 que l'État a choisi d'orienter tous les bacheliers dans nos universités publiques. Elle n'était pas préparée à recevoir le flux de bacheliers. Les travaux qui avaient été entamés, et je sais qu'on a beaucoup investi, n'étaient pas terminés. Ces finitions donc en retard ont fait que les universités ont été subitement confrontées à recevoir massivement des étudiants. Elles ont beaucoup travaillé. Et c'est l'occasion de remercier nos collègues, je le dis tout le temps en rigolant, et c'est sérieux. Nos collègues, depuis 2019, ne sont là que pour enseigner, corriger, délibérer, enseigner, corriger, délibérer. Plus de temps de faire de la recherche, plus de temps de profiter de leur temps libre avec leur famille, plus de temps de faire leur voyage d'études. On la recherche, elle ne peut être faite que dans les universités. C'est là où il y a ce qu'il faut pour faire la vie. D'autant plus qu'on vient d'investir massivement 72 milliards dans l'équipement de nos laboratoires. Si on y prend garde, si on ne prend pas des mesures, ce sera un véritable gâchis. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd'hui, comme l'a dit M. le ministre, pour tenter de définir un calendrier sur lequel nous nous accorderons tous. M. le ministre le dit, et c'est vrai, chaque année, le bac, tout le monde sait que ça se fait au même moment. Les 150 000 candidats, en une semaine, toutes les collections sont faites, les délibérations sont faites, et chacun sait qui est admis, qui n'est pas admis. 150 000 bacheliers. Pourquoi on ne pouvait pas faire ça alors que nous avons toute une université qui fait 150 000 étudiants. La raison pour laquelle on a décliné l'ensemble en 8 ateliers. Et je m'en vais rapidement vous camper les PDF de chaque atelier. L'atelier numéro 1, c'est l'évaluation de l'impact financier du dérèglement académique. Cet atelier sera présidé par le professeur Mamadou Babacar Ndiaye, recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Le rapporteur sera monsieur le professeur Khalifa Gueye, directeur du bourse. Alors, ce n'est pas la peine de faire un schéma. Tout ce dérèglement fait d'abord, il y a d'abord, on peut aller jusqu'à le plus petit détail, l'augmentation par exemple, des repas dans les restaurants, l'occupation prolongée des chambres des étudiants, les bourses d'accompagnement qu'il faut quelquefois donner. Tout ceci a un impact qui est très important pour nous. Cet atelier se chargera donc de voir à peu près l'impact. Et les résultats qui sont attendus d'abord, c'est comment évaluer le surcoût de paiement des bourses et d'aides sociales, le surcoût des paiements des heures complémentaires et de vacations de nos collègues qui nous accompagnent, le surcoût au fonctionnement des restaurants universitaires et le fonctionnement des résidences universitaires. Et ensuite, le ministre l'a rappelé tout à l'heure, le fait qu'on ne puisse même pas avoir le temps de réflexionner, de restaurer, de réhabiliter nos universités ou bien nos campus pédagogiques. Alors, la somme globale de ces surcoûts, ça fait quand même un impact assez important. Et l'atelier numéro 1 sera chargé de nous faire à peu près l'impact financier de ce dérèglement du calendrier académique. L'atelier numéro 2, c'est sur les orientations et les inscriptions des nouveaux bacheliers. Cet atelier sera présidé par le professeur Maguette Diaye, recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et le rapporteur sera le professeur Cheikh Amos Bambagé, directeur de l'Office du bac. Entre 2000 et 2012, on a beaucoup investi dans l'éducation, l'enseignement primaire, dans le maternel et l'enseignement secondaire. Mais ce rythme d'investissement n'est pas corrélé au même rythme d'investissement dans les universités et dans l'enseignement supérieur. Résultat des bourses. De quelques bacheliers admis 50 000, nous nous sommes retrouvés rapidement en 2002, l'année dernière, avec 73 000 admis au baccalauréat. Et encore une fois, je veux préciser, on n'a pas trop de bacheliers. Un pays comme la Tunisie, qui fait à peine 8 millions d'habitants, fait 100 000 bacheliers par année. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, qui est beaucoup plus peuplée que nous, 30 millions d'habitants, fait 345 000 bacheliers. Nous, quand on envoie 150 000 candidats au bac, on n'avait même pas 50% qui étaient admis. C'était pratiquement un gâchis, parce que pendant 8 ans, ces gosses, 7 ans ont étudié dans le lycée, 8 enseignants ont donné des cours, on n'avait même pas la moitié d'admis. Subitement, conjonction de Covid, qui a fait que donc les cours étaient donnés en ligne, une bonne partie, certains d'autres cours en présentiel,
le nombre de bacheliers admis est passé de 50 et quelques mille à 70 000 bacheliers. Et l'option de l'État est d'orienter tous les bacheliers dans les établissements publics depuis 2019. Ce qui pose donc des problèmes. Problème donc d'abord pour mettre en place une commission. La commission d'orientation est mise en place par le ministère, mais on peine à trouver des consensus forts et durables au niveau des universités sur la fixation des quotas. Même quand ces quotas et ces critères sont fixés, c'est avec un peu de retard. Plus le retard qu'on prend à agréger l'ensemble des bacheliers dans le système d'application des campus N, le temps de faire les orientations, comme l'a dit M. le ministre, c'est en. On commence en octobre, mais on termine les orientations au mois de février. En février, il faut que les étudiants s'inscrivent. L'inscription, on est arrivé au mois de mai. Et ceux qui sont inscrits, autre surcoût, ceux qui sont inscrits, il faut leur rappeler leur bourse depuis le mois d'octobre. Vous voyez, donc c'est ça. Donc nous nous sommes réunis ici pour voir comment mettre un mécanisme pour faire les orientations le plus rapidement possible. Et les résultats attendus, c'est d'abord le raccourcissement dans les délais de négociation entre la commission d'orientation et les instances compétentes des universités publiques pour la fixation des quotas d'orientation. Autre résultat attendu, l'inscription concomitante au baccalauréat et sur campus. Autre résultat attendu, l'expression des vœux d'orientation des candidats avant l'examen du baccalauréat. Et ensuite, la confirmation diligente du choix de l'orientation définitive pour les nouveaux bacheliers, la réduction des délais d'évaluation, de validation des propositions faites pour les nouveaux bacheliers, et ensuite l'orientation définitive du nouveau bachelier au plus tard, en mi-septembre, et qu'ils puissent s'inscrire au moins avant la fin du mois d'octobre et débuter les cours au bout du mois. Ça, c'est l'objectif de l'atelier numéro 2. L'atelier numéro 3, c'est sur les techniques de l'orientation. Cet atelier sera présidé par le professeur Moussa Lo, recteur de l'université numérique américaine, et le rapporteur sera le professeur Ousmane Thiaré, directeur général de la CINERI, Cyber Infrastructure pour l'enseignement et la recherche et l'innovation. Alors, dans cet atelier, ce qui est attendu, c'est d'abord que le processus d'orientation des bacheliers soit effectué le plus rapidement possible. Un nouveau calendrier de charge intégrant les recommandations qui sont adoptées. Les mesures d'accompagnement nécessaires identifiées pour permettre que l'application puisse tourner très rapidement dès le début du mois de juin, ce qu'on souhaite, et qu'on puisse permettre aux nouveaux bacheliers de faire leurs vœux d'orientation dès le mois de juin, qu'ils aient un peu de temps pour confirmer s'ils sont admis. Le fichier sera extirpé de ceux qui ont échoué et on peut faire immédiatement les orientations et gagner dans le temps. Le quatrième atelier, c'est le rattrapage des années en chevauchement. Il sera présidé par le professeur Ahmadou Alibaï, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et le rapporteur sera le professeur Dafa Cherif Ba. Je ne vais pas aller loin là-dessus. Je vais vous donner simplement un exemple que j'ai donné récemment. Un neveu que j'ai, il a eu une bourse, il est parti au Maroc. Il est actuellement au Maroc à la faculté des sciences où il fait ses cours. Son ami avec lequel il a obtenu le baccalauréat, lui, est orienté à la faculté des sciences et techniques de l'université de Dakar. Mon neveu lui a envoyé un mail en lui disant: on a terminé nos cours, je vais avoir la chance de venir passer la Tabaski au Sénégal. Le copain a répondu en disant: nous, on vient de faire notre entrée de rentrée. Alors ça résume tout le choses. Vous voyez ceux qui ont été orientés l'année dernière, qui viennent de faire leur entrée de rentrée. Et vous êtes tous là témoins pour dire que c'est la réalité. Plus ce qu'on va orienter bientôt qui vont arriver au mois d'octobre, on va avoir 2 L1 qui vont se chevaucher. C'est un problème qui est très sérieux. C'est pourquoi donc les résultats attendus ici, c'est de voir la durée des semestres réduite, c'est de voir un nouveau calendrier d'organisation des examens, c'est de voir la durée de déroulement des examens, les modalités de délai de correction et de délibération, et une stratégie de rattrapage destinée aux bacheliers de 2022-2023 qui ont recouvré les bacheliers de 2023-2024. Le 5e atelier, c'est sur les infrastructures et l'accompagnement. Cet atelier sera présidé par le professeur Mamadou Bati, recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor, et les 2 rapports qui seront Mamadou Diop de la cellule d'études et de planification du ministère et Cheikh Amadou Baba Fall, le directeur de la maintenance et de la construction de l'enseignement scolaire qui est au ministère. Là, ça procède, comme vous le savez, de l'augmentation du nombre de bacheliers. Les investissements lourds ont été effectués dans nos universités. Après la concertation, on est parti sur beaucoup de projets, beaucoup de chantiers qui ont été mis en place. Et toutes les universités ont pu bénéficier de chantiers de santé. Malheureusement, avec le retard de livraison de ces chantiers, au moment même où nous calibrons l'édifice ou l'infrastructure à 150 000 bacheliers, le temps que ça se termine, on a dépassé le nombre qui était prévu. Résultat des courses, les infrastructures sont là, ne sont pas terminées pour une bonne part,
il va falloir donc un accompagnement du gouvernement pour pouvoir terminer ces infrastructures et finalement essayer donc de résoudre le cas du nombre de bacheliers de travail. Ce que nous attendons, c'est que les chantiers en instance soient achevés dès la rentrée 2024-2025. Des infrastructures d'appoint sont identifiées en vue de faciliter le rattrapage des enseignements. Les stratégies de mutualisation des infrastructures pédagogiques sont adoptées aussi. Les besoins en équipement pédagogique soient identifiés par l'université. Des mesures sont prises pour soutenir les établissements qui sont en difficulté. Une évaluation totale du volume d'heures complémentaires effectué pour chaque établissement et le nombre de postes correspondants pour. Nous attendons aussi comme résultat une politique de recrutement d'enseignants de vacataires qui est proposée. Un volume hebdomadaire maximal d'heures complémentaires défini par les pairs et un calendrier régulier de paiement des heures de vacation et des heures complémentaires à nos vacataires. Il y a eu quand même des recrutements qui ont été effectués dans les universités. Par exemple, l'université de Thiès, à un moment donné, a recruté plein d'enseignants. L'université Charles de Dakar a recruté entre-temps. Donc les universités ont recruté sur le budget. Et ça ne résout pas le gap de professeurs manquants dans nos établissements d'enseignement supérieur. Le président Macky Sall nous avait instruit de faire une étude pour évaluer le besoin en enseignement, en pair et en PAX par année, étalé sur les 5 années. Il avait aussi dit, après nous négocierons pour voir le nombre de postes qu'il faut mettre sur la table. L'étude a été faite, mais a été très vite dépassée. Quand on commence l'étude, c'était 50 000 bacheliers admis. Aujourd'hui, nous sommes à 70 000 bacheliers et nous attendons 80 000 bacheliers. Il s'agit donc de réactualiser cette étude pour voir dans les 5 ans à venir combien de pairs seront recrutés, combien de PAX sont recrutés. Et je vais y ajouter, voir si quelquefois il vaut mieux recruter des PAX que des pairs, ou alors des pairs que des PAX, parce que nous sommes dans la même barque, nous sommes des parties prenantes et c'est l'ensemble que nous prenons en charge, donc les problèmes de nos établissements. Il est attendu donc dans cet atelier le nombre de PAX à recruter pour une période de 5 ans, allant de 2025 à 2029, en proposant une répartition dans les structures d'enseignement public. Et ensuite, le nombre de PAX à recruter aussi dans les 5 ans, entre 2025 et 2029, en proposant une clé de répartition par établissement. C'est donc l'objectif de l'atelier numéro 6. L'atelier numéro 7, c'est l'établissement privé d'enseignement supérieur. Je vous remercie encore pour votre présence. L'atelier sera présidé par le professeur Kidama Faye, recteur de l'université Alioune Diop, et le rapporteur sera le professeur Cheikh, recteur de l'enseignement supérieur privé. Entre 2013 et 2019, on a émis une plateforme campus qui orientait une partie des bacheliers dans les établissements publics et l'autre partie faisait le choix dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Le système a tenu jusqu'en 2019. Entre-temps, la dette qu'on devait aux établissements privés s'est accumulée. Et ce chiffre à peu près, si je ne me trompe pas, autour de 14 milliards après du fonds. L'enseignement supérieur a deux pieds, l'enseignement privé et l'enseignement public. Il s'agit dans cet atelier de voir négocier au nouveau programme de placement évalué entre nos partenaires. Il s'agit d'avoir un calendrier de paiement de la dette due aux établissements privés. Il s'agit aussi d'un cahier de charges pour les EPS qui sont éligibles dans ce nouveau programme. Il s'agit aussi de voir les modalités pour un nouveau programme de placement dans les établissements privés avec les parties prenantes et un plan de suivi et évaluation du programme qui est proposé. Enfin, le dernier atelier, c'est l'atelier sur les masters. Il est présidé par le professeur Ibrahima Cissé, recteur de l'université Amadou Mokhtar Mbow, et le rapporteur sera le professeur Mamadou Sy, de la direction générale de l'enseignement de la recherche et de l'innovation. Depuis qu'on a adopté le système LMD, master, licence, master et doctorat, on rencontre relativement beaucoup de difficultés dans la mise en place du système, et notamment au niveau des masters. À un moment donné, on a compté un nombre, je ne donne pas un nombre précis de masters dans nos universités. Les calendriers des masters ne sont pas dans les calendriers du département au niveau des universités. Alors que l'enseignant qui enseigne à elle sait qu'il a cours de 8h à 9h à tel ça, l'enseignant de master, lui, n'a pas un plan d'études. Il enseigne au gré de son temps libre, il fait du maximum qu'il peut faire. Résultat des courses. Les étudiants de master peuvent faire 2 ans, 3 ans en première année, ne terminent pas le master. On ne peut pas les renvoyer parce qu'ils n'ont pas fait d'examen. Il va falloir les accompagner aussi pour les bourses. Alors qu'ils ont déjà eu 2 ans de bourse, il faut avoir des bourses accompagnées. Alors, l'objectif de ce master, c'est d'abord que les masters faire de sorte à nous dire comment les masters pourront se dérouler sur les 2 années, conformément au texte qui régit les masters. Un référentiel national des programmes de master
qui sera proposé à l'ensemble de nos établissements. Un cadre commun pour la conception de master interuniversitaires thématiques qui est proposé, des programmes de master de recherche compétitive à l'échelle internationale, et ensuite des innovations pédagogiques qui seront suggérées pour permettre les étudiants appuyés dans le master de faire 2 ans, terminer leur diplôme et soutenir donc le mandat du master. Voilà, mesdames et messieurs, les objectifs spécifiques des 8 ateliers qui vont regrouper. Tout à l'heure, je vais vous demander à la pause de vous inscrire dans chacun des ateliers en fonction de vos compétences, en fonction de vos réflexions, en fonction de vos compétences. L'idéal aurait été que chaque structure représentée puisse représenter dans chaque atelier, parce que toutes les idées, comme l'a dit M. le ministre, sont les bienvenues pour remettre notre calendrier. Dans les chemises qui nous seront remises, il y a les TDR que je viens de vous citer, il y a tous les documents de travail que vous avez en place. Tout en vous remerciant encore pour votre présence. Merci de m'avoir supporté pendant cette journée. Merci au directeur général pour cette très brillante présentation des termes de référence, surtout les termes de référence spécifiques aux ateliers. Je ne saurais faire mieux. Je vais juste clôturer autour de 5 points très rapidement. Le premier point, c'est sur les inscriptions aux ateliers. Le principe que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'on puisse s'inscrire sur plusieurs ateliers en même temps. Parce qu'on est dans le même périmètre, les espaces ne sont pas, les distances ne sont pas très longues. Chacun a le droit de s'inscrire au niveau de plusieurs ateliers, aller passer quelques minutes dans un atelier, donner son point de vue, avancer, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose de restrictif. Je considère que tout le monde est membre de tous les ateliers. Et moi-même, je vais donner l'exemple, je vais m'inscrire à tous les 8 ateliers. Et je vous confirme que je serai là pendant 3 jours. Je ne pars pas. Je suis là avec vous, je participerai à tous les ateliers et on va trouver des solutions ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je voudrais qu'on travaille dans un esprit de partenariat. On a commencé déjà à le faire, mais nous sommes dans un milieu où souvent il y a tellement de crises qu'il peut y avoir des inimitiés, que les gens peuvent être dans l'impression qu'on doit absolument avoir un vainqueur, un vaincu qui a cédé, qui a gagné. Moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Si on parvient à rétablir le calendrier universitaire, ce n'est pas Abdourahmane Diouf qui a gagné. Ce n'est même pas le gouvernement qui a gagné, c'est le Sénégal qui a gagné. Et c'est vous les acteurs du système. Moi, je suis ministre de l'Enseignement supérieur aujourd'hui. Un de ces mercredis, je vais partir ailleurs. Et vous, vous resterez des acteurs du système. Et moi, je reviendrai enseigner à l'UNCHK. Et je resterai un acteur du système. Donc, je voudrais vraiment qu'on travaille dans cet esprit partenariat. Il n'y aura pas de vainqueur, il n'y aura pas de vaincu. Je veux qu'on arrive à des concessions. Je suis conscient des efforts qu'on va faire cette année. C'est des efforts au-delà de la normale. J'en suis conscient. Mais on le fait une fois cette année pour régler un problème qu'on a traîné sur une dizaine d'années. On le fait pour nous-mêmes et on le fait aussi pour nos enfants et pour les générations futures. Le troisième point, c'est que en préparant ce séminaire, on en a beaucoup discuté en Conseil des ministres. J'en ai beaucoup discuté avec le chef de l'État, j'en ai beaucoup discuté avec le Premier ministre. Nous avons leur confiance. Je peux vous garantir que les résultats qui vont sortir de ce séminaire seront appliqués. Donc vous n'êtes pas là, on ne va pas être là pour faire des réflexions qui vont terminer dans les tiroirs. Ça, c'est mon engagement. Et si je prends l'engagement, c'est parce que j'ai l'engagement de mes supérieurs. L'avant-dernier point, parce que je sais que la question va revenir, c'est on se dit pourquoi on n'a pas un atelier sur LMD. On en a beaucoup discuté à l'interne. Finalement, on s'est dit, puisque tout le processus des ateliers sur LMD a déjà été fait, nous préférons choisir un jour particulier pour la restitution. Parce qu'apparemment, il reste que le travail de restitution. Et nous avons même choisi déjà une date durant le courant du mois de juin. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va traîner. Vers la mi-juin, donc dans 2 semaines à peu près, nous allons convoquer tous les acteurs pour faire la restitution sur le système LMD. Donc oui, on peut en parler, mais c'est pour cette raison principale qui fait qu'on a
qui fait qu'on n'a pas inscrit au niveau des ateliers. On me fait signaler effectivement que ça c'est la salle de la plénière et qu'on a 8 salles aménagées pour les différents ateliers qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et le dimanche, on va revenir ici en séance plénière. Et le dernier point, c'est le pacte de performance. Vous parlez beaucoup de contrat de performance. Bon, moi, je suis juriste, j'essaie de faire la petite nuance. Ce qui sortira ici, à mon avis, devrait faire l'objet d'un pacte de performance. Je ne sais pas si on va l'appeler le pacte de Sali, le pacte de la Mandaine. Vous trouverez un concept. Mais c'est quelque chose qui va nous unir, qui va nous associer pour que nous prenions des engagements vis-à-vis de l'enseignement supérieur. On n'a pas encore fait les travaux, mais il y a beaucoup d'idées qui commencent à sortir. Et de ce que j'entends, ce serait bien qu'on considère que le travail que nous allons faire ici pendant 3 jours, c'est pour rechercher des solutions conjoncturelles à très court terme, mais que l'enseignement supérieur a des problèmes beaucoup plus importants, beaucoup plus globalisants, et qu'il est possible que l'une des recommandations, si tout le monde est d'accord ici, soit qu'après ce séminaire et après le début de mise en œuvre de nos recommandations, qu'on aille vers des concertations générales sur l'enseignement supérieur durant l'été, pour commencer déjà, peut-être dès la rentrée, à mettre en œuvre un certain nombre de principes. Donc je pense qu'on peut y aller pour le pacte de performance. Je vous remercie infiniment pour les déplacements. Je sais que réunir les responsables comme vous pendant 3 jours n'est pas évident, mais vous le faites pour votre pays, vous le faites. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.